et bienvenue dans la suite de cette séance. C'est vrai que j'ai oublié de le noter, mais là je me rappelle qu'aujourd'hui c'est la 40e séance, donc en un peu plus de 2 ans. Voilà, donc la deuxième partie de cette 40e séance en votre compagnie. Merci en tout cas pour votre écoute. Je voulais aussi redire, ça me semble important, que bien sûr il n'y a aucune obligation, mais dans la logique, le guidage des séances, vous n'êtes pas forcément obligé de tout écouter. Comme j'essaie de mettre des mots-clés, des titres à chaque séance, à chaque vidéo du coup qui est le résultat de ces séances, vous pouvez bien sûr grappiller juste en fonction de vos points d'intérêt. Hein. C'est le but de mon travail, de faire des séances pas trop longues, je dirais, hein, en dessous d'1 heure. Maintenant, j'essaie de me limiter en dessous d'1 heure. Et d'aborder à chaque fois des thèmes plutôt limités. Donc, voilà, de se spécialiser à chaque fois sur un thème, plutôt que garder des séances très longues qui vont parler de plein de choses différentes. Et du coup, vous pouvez, voilà, en fonction de ce qui vous intéresse, aller chercher juste ces thèmes qui vous intéressent. On était à la fin d'un paragraphe, je m'étais juste arrêté là. On continue donc le paragraphe suivant, où Seth nous dit « Il y a ici de nombreux sujets difficiles à formuler ». Il parlait de la définition de l'âme, en donnant jusqu'à maintenant plutôt des définitions de ce que ça n'était pas. Donc il cassait notre image de ce qu'on peut avoir de l'âme. Il y a ici de nombreux sujets difficiles à formuler, car vous craignez tellement tout ce qui pourrait menacer le sentiment de votre propre identité, que vous résistez, par exemple, à l'idée que l'âme est un système spirituel ouvert, un générateur de créativité qui fuse dans toutes les directions. Ce qui est pourtant bien le cas. Donc ce que Seth nous dit dans ce début de paragraphe, c'est que nous sommes focalisés sur notre personnalité et sur ce que l'on en comprend, et donc ce qu'on va définir comme notre identité. On essaie de mettre des qualificatifs, on essaie de trouver des qualités, des défauts éventuellement, pour se dire, voilà, moi je suis comme ci, je suis comme ça, j'aime ci, j'aime moins ça, j'ai tel caractère, donc voilà, mes points forts, c'est ça, mes défauts, c'est plutôt ça. Et puis je me définis, j'ai un prénom, un nom de famille, j'habite à un endroit, donc je peux être très fier de mon village, de ma ville, de mon département, de ma région culturelle, de mon pays. Je m'identifie à certaines choses. Je peux m'identifier à un métier. Voilà, je suis boulanger. Et c'est, voilà, tout est dit. Je suis boulanger. Hein, ou je suis architecte. Je suis médecin. Je suis, etc. Et une fois que ça c'est dit, ça fige des choses. C'est comme si, voilà, on avait tout dit. Bonjour, hein, quand on se présente. Bonjour, je m'appelle Laurent et je suis ça. Voilà. J'ai tel âge, j'ai tant d'enfants. Ça, en général, c'est les premières choses qu'on dit. Je m'identifie à mon métier, mon prénom, mon âge et ma famille. Comme si ça disait tout de nous, ou l'essentiel. On ne parle pas vraiment du côté psychologique qu'il peut y avoir derrière. On ne parle pas de comment je vis les choses. On ne parle pas de notre entité quand on se définit comme ça. On reste dans une définition physique qui est très pratique. Hein. C'est des codes, voilà, qu'est-ce que vous faites dans la vie, comment vous occupez, etc. Hein, c'est les fiches de présentation que vous avez à l'école ou quand on commence, je sais pas quoi, une formation ou quoi que ce soit. Voilà, notre adresse. Profession des parents, etc. Hein, donc, des choses comme ça très factuelles, qu'on dit objectives, et qui nous permettent de rentrer en relation avec les autres, de se définir. Nous sommes très attachés à ça. Là, les dernières années, j'ai commencé plusieurs fois des formations, donc il y a des nouveaux groupes qui se retrouvent, et puis du coup, présentez-vous. Comment les gens se présentent ? Comment ? Quand vous rentrez dans un groupe que vous ne connaissez pas, un groupe d'amis, professionnels, peu importe le contexte, quels sont les premiers mots que vous dites ? De quelle manière vous voulez vous définir ? Ça, c'est important.
Voilà. Est-ce que vous commencez par votre âge? Est-ce que vous dites, bon, vous confirmez, je suis une femme ou un homme, ou je suis un autre genre. Voilà, le plus important pour moi, c'est ça, c'est ce qui définit mon identité. J'ai un prénom, ou j'ai plusieurs prénoms. J'ai un nom de famille qui me définit par rapport à une famille, à une origine, peut-être. Je suis originaire de... Est-ce que vous parlez de votre métier? Est-ce que vous parlez de votre famille? Je suis marié ou pas? J'ai des enfants ou pas? Je vis à tel endroit ou pas? Non, ça veut rien dire. Je vis à tel endroit ou à tel endroit. A priori, je vis quelque part, physiquement. Si le ou pas, c'est je suis de là où je suis d'ailleurs. Voilà, je viens d'ailleurs et je le revendique comme étant mon identité. Je suis originaire de Bretagne. Et voilà, et j'habite à tel endroit. Et c'est important pour moi. Et je le présente comme étant quelque chose qui m'identifie. 7 nous dit que cette identité nous est importante et on aime bien lister, comme je viens d'expliquer avec mes mots, une série de choses voilà, qui sont importantes pour nous et qu'on considère comme étant assez invariables. Si on s'identifie de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on ne voit pas, on ne focalise pas son attention sur qu'est-ce que je vais découvrir et apprendre les prochaines semaines, les prochains jours. Peut-être que je vais apprendre à jouer de la guitare, et donc c'est une compétence que je n'ai pas aujourd'hui, et je me définirais comme ça. Je suis en train d'apprendre la guitare. Voilà, et ce serait ma définition en ce moment. Ou ma définition, ça va être, je vais aller dans un pays que j'ai jamais visité, je vais aller visiter la Mauritanie, et je suis très heureux pour le moment de ça, j'anticipe, je suis très heureux par avance, parce que je vais plonger dans quelque chose que je ne connais pas, et je vais me confronter à d'autres personnes que je ne connais pas, et je vais forcément découvrir quelque chose. Ça pourrait être une autre façon de se définir. 7 nous dit ici que notre entité est là pour créer, pour découvrir, pour développer, dans le passé et dans le futur. Et que nous avons tendance à figer les choses, donc nous avons aussi tendance à figer la vision de notre âme. D'imaginer en tout cas que nous avons à l'intérieur de nous, ou que nous sommes, voilà, c'est quelque chose comme ça, par rapport à l'âme. J'ai une âme, comment je me définis déjà par rapport à ça? Il y a quelque chose en nous d'extrêmement vivant, mobile, qui expérimente, et qui va me pousser, dans mon futur, dans mon temps physique à moi, à expérimenter des choses que je n'ai pas encore vécues, parce que c'est ce qu'elle a envie. Ça peut me bousculer. C'est pas confortable. Le reste de ma vie va me pousser vers des choses nouvelles, va chercher à me déstabiliser quelque part, pour développer des nouvelles choses, pour développer des nouvelles compétences. Je sors de ma zone de confiance, de confort, ma zone de confort. Mon âme pousserait quelque part, si on entend la définition de 7, ma personnalité à me sortir en permanence de cette zone de confort que je me crée et que j'essaie de consolider. En général, ça dépend des caractères, mais on aime bien quand même des choses qu'on connaît en partie. Donc là, 7 nous dit qu'effectivement, une image qu'on peut avoir de l'âme correspond à cette vision-là de la vie, de se rassurer, de rester dans des choses connues. Et donc ça fige et ça donne pas, dès le départ, une bonne vision sur ce qu'est la créativité de l'âme. Ceci étant dit, je vais donc relire ce paragraphe. Il y a ici de nombreux sujets difficiles à formuler, car vous craignez, entre guillemets, c'est moi qui le rajoute, en général, c'est un cas général, il ne parle pas pour tout le monde. Vous craignez tellement tout ce qui pourrait menacer le sentiment de votre propre identité, tout ce qui vous définit en tant que tel, c'est moi qui le rajoute, que vous résistez, dit-il par exemple, à l'idée que l'âme est un système spirituel ouvert. On aurait envie de se rassurer sur quelque chose. C'est une petite boîte noire, c'est comme un ordinateur avec un disque dur, et ce que j'ai dans mon disque dur, je le connais par cœur, et c'est figé, et c'est très bien comme ça. Non, c'est pas le cas.
Donc nous résistons à l'idée que l'âme est un système spirituel ouvert, dit-il, un générateur de créativité qui fuse dans toutes les directions, ce qui est pourtant bien le cas. Donc une définition, ou une qualité en tout cas de ce qu'est l'âme. Tout en vous disant cela, je vous rappelle que votre personnalité présente n'est jamais perdue. C'est ce que j'ai rappelé au début de la séance, dans la vidéo précédente. Tout en vous disant cela, je vous rappelle que votre personnalité présente n'est jamais perdue. Vous êtes éternel, vous n'allez pas disparaître, vous n'allez pas pouf, comme ça, dans un nuage de fumée à la mort, ou bien vous fondre dans votre âme, ou bien être mélangé. Non. Ce que vous êtes là aujourd'hui n'est jamais perdu. Un autre mot pour l'âme est entité, entre guillemets. Donc sa définition. Il ne s'agit pas seulement de vous donner une définition de l'âme, de l'entité. Car pour obtenir une définition en termes logiques, en général quand on cherche à définir quelque chose, on rajoute des mots, des caractères, on le définit avec des synonymes, on met de la logique dans la définition pour donner du sens à ce qu'on essaie de définir. Seth nous dit que pour obtenir une définition en termes logiques, pour la définition de l'âme, il faudrait alors que vous la compreniez en termes spirituels, psychiques et électromagnétiques. Et que vous compreniez aussi la nature essentielle de la conscience et de l'action. Donc plusieurs éléments effectivement importants. Seth, à sa manière, est en train de continuer à définir l'âme. Comme je disais au début du paragraphe, plutôt en disant ce que ça n'était pas, c'est-à-dire de casser nos idées reçues, ou nos définitions qu'on a par ailleurs de notre vie physique. Lui dit, voilà, il y a tel élément, mais attention, ça peut être dangereux de définir comme ça limite, c'est plus grand, etc. Et puis là, il nous dit, bon, voilà, il redit l'âme, l'entité, c'est la même chose. La notion d'âme ou d'entité, on peut pas la définir logiquement. Si on veut la définir logiquement, il faut également définir 3 éléments. Une définition spirituelle, la première, psychique, et une compréhension électromagnétique. Ça, ce serait déjà des éléments qui permettraient d'aller vers donc une définition, une meilleure compréhension sur ce qu'est la nature de notre âme. Et en plus, en parallèle, il nous dit qu'il faudrait en même temps comprendre la nature essentielle de ce qu'est la conscience. Et depuis le début du livre, il nous dit pas la conscience comme étant la conséquence de votre cerveau, quelque part, c'est-à-dire je suis donc je pense, je suis donc je suis capable de réfléchir. Mais la conscience dans la définition de Seth, où il nous dit que c'est la conscience qui crée quelque chose de physique, que la conscience est présente avant la réalité physique. Il inverse tout. Donc il faudrait garder en tête, comprendre concrètement cette définition. La conscience, quelle est sa nature exacte, quel est son fonctionnement exact. Il faudrait comprendre exactement ça pour mieux comprendre la définition de l'entité ou de l'âme. Et en même temps, de comprendre aussi la nature de l'action. Qu'est-ce que c'est agir? Qu'est-ce que c'est l'action? Et là, moi, ce que j'en comprendrai aujourd'hui, c'est que l'action, elle naît également déjà dans la conscience. L'action est une conséquence de la volonté d'expérimenter quelque chose par la conscience. Je mets en place un phénomène
qui est l'action concrète, c'est la matérialisation dans notre réalité physique d'une volonté d'expérimenter de la part de la conscience. Ma conscience est très curieuse, elle s'ennuie si elle ne fait rien, elle veut donc vivre plein de choses, sans savoir qu'éventuellement telle ou telle expérience va être difficile à traverser, moi en tant que personnalité, c'est mon petit bout de conscience qui vit l'événement, le vit difficilement, mais ça, elle le sait pas forcément. Ou elle dit, c'est pas grave, c'est qu'un moment a passé, parce qu'elle vit tout en même temps, et qu'elle va donc mettre en place une action, et c'est ça qui matérialise l'expérience. L'expérience est donc le souhait au départ de la conscience, et l'action n'est que la conséquence dans notre réalité physique de la mise en place concrète du souhait d'avoir un événement, une expérience en cours. C'est comme ça aujourd'hui que je pourrais vous résumer un petit peu ce que j'ai compris à ce jour de l'action. Et il faudrait donc bien définir tous ces termes-là pour pouvoir commencer à approcher une définition que l'on comprenne d'un point de vue intellectuel de l'entité ou de l'âme. Et ça nous dit, bon, voilà, en gros, c'est compliqué de vous définir logiquement l'âme, mais vous pouvez découvrir intuitivement la nature de l'âme, de votre âme, de l'entité, et à bien des égards, la connaissance intuitive est supérieure à tout autre. Et ça, c'est très très intéressant. Seth nous rappelle ici ce que je vous ai dit dans ce début de séance également. Faites-vous confiance, c'est-à-dire que ce que vous expérimentez a beaucoup plus de valeur pour vous que tout ce que vous pouvez voir dans des livres, des vidéos, y compris les vidéos que je suis en train de faire. Faites-vous confiance d'abord en vous-même. C'est pour ça que je vous invite en permanence à lire les livres aussi. Alors ça peut paraître contradictoire parce que là je suis en train de vous dire expérimentez par vous-même. Mais pour ça, il faut déjà savoir intellectuellement qu'est-ce qu'on cherche à expérimenter au minimum, puisque si on ne sait pas dans quelle direction on cherche, ça peut être un peu brouillon. Il faut surtout avoir une grande confiance sur ce qu'on lit, enfin sur le choix de la personne qu'on va lire. Personnellement, je fais le choix de faire vraiment confiance à Seth de par le fait qu'il soit extérieur à notre réalité, qu'il a donc une vision beaucoup plus large de la réalité au sens large, de ce que nous on va appeler la réalité, mais qui est une partie de la réalité que lui il perçoit. Donc je lui fais 200% confiance, que ces livres sont conçus de telle manière à ce que ça parle à notre moi interne en même temps qu'à notre moi externe, notre ego. Les deux lisent le livre en même temps, donc je pense qu'effectivement il y a des informations qui passent, qui sont après retraduites sous forme de rêves à la nuit, ou de méditation, de créativité, ou voilà ce que j'expérimente par ailleurs d'un point de vue artistique, créatif. Ce que je suis en train de faire pour moi est une expérience parmi d'autres dans ce que je souhaite expérimenter dans ma vie de manière créative. Et donc cet appui des livres de Seth vous donne l'étincelle pour continuer après à explorer de votre manière. Mais, quoi qu'il en soit, ce n'est pas juste de lire un livre qui vous donne les solutions. C'est pas parce que je comprends quelque chose même, j'ai tout lu Freud, ou j'ai tout lu, ou j'ai tout écouté les vidéos de tel youtubeur qui parle de développement personnel. C'est pas pour ça que votre vie va changer. Ce n'est que le point de départ après à une envie de changement. Vous avez peut-être des compréhensions intellectuelles, mais la meilleure connaissance, nous dit-il, est intuitive. Vous devez transformer une connaissance extérieure. Tout, moi, ce que je vous traduis, c'est à partir de ma propre expérience, donc peut-être qu'une grande partie ne vous parle pas, et j'en suis désolé, c'est comme ça, c'est pas grave. Mais j'essaie déjà de vous parler des livres de Seth, qui vous amèneront plus d'informations que moi, ce que je peux faire, et surtout pour amener en vous votre propre cheminement intellectuel et intuitif
pour cheminer vers qui vous êtes. Je ne suis que là, quelque part, pour être un catalyseur, de favoriser, d'aider à vous apporter des éléments parmi ceux que vous choisirez dans votre vie. Et je pense qu'il y en aura beaucoup d'autres, pour que vous alliez vers votre découverte de votre âme. Et il ne fait pas autre chose. Vous pouvez découvrir intuitivement la nature de l'âme, de l'entité. Et à bien des égards, et ça il répétera régulièrement, la connaissance intuitive est bien meilleure, est supérieure, lui il dit, à tout autre. Et là nous arrivons à l'exercice numéro 2 que j'ai déjà guidé, il est déjà en ligne dans la playlist exercice. C'est justement cet exercice où Seth nous propose d'aller expérimenter intuitivement qu'est-ce que c'est cette vitalité en nous, cette âme qui est vivante, qui nous déborde, nous dépasse, nous porte en même temps. Je vais juste relire le paragraphe qui précède l'exercice pour vous faire l'introduction, puisque ça fait la transition avec ce que je viens de dire, justement, cette volonté, cette envie, pour comprendre l'âme de cette manière intuitive que Seth nous aborde et que vous devez faire de votre côté tout seul. Personne ne peut le faire à votre place. Il faut d'abord le désirer. Et que peut-être le désir, là c'est ça que moi je peux faire avec Seth, et on peut vous donner un peu plus d'envie d'aller vers vous-même, vers qui vous êtes. Mais c'est tout, notre travail il s'arrête là. J'ai un trou de mémoire dans Matrix. Il y a Nemo et il y a son mentor. J'ai oublié complètement. Bref, il lui dit au moment où il va lui donner les pilules bleues, la pilule rouge, il dit « Je ne peux que vous montrer la porte, mais c'est après à vous de la franchir. » C'est une autre manière de dire ça. On peut que vous dire, écoutez, la connaissance, elle est là, derrière. Le petit lapin blanc d'Alice au Pays des Merveilles, il dit « Suivez-moi. » Après, vous faites ou vous ne faites pas. Ça vous appartient. Mais il faut au départ désirer pour pouvoir comprendre l'âme de cette manière intuitive. Si vous en avez un désir suffisant, vous serez automatiquement conduit à des expériences qui résulteront en une connaissance subjective, claire et indubitable. Oui, ça pour le coup, moi j'ai vraiment des éléments dans ma vie, ce qu'on appelle les synchronicités notamment. Oui, c'est sûr qu'il y a quelque chose plus grand que moi qui me guide dans ma vie, ça c'est sûr. Il existe des méthodes pour y parvenir et je vous en indiquerai d'ici à la fin de ce livre. Donc Seth vient de nous dire, vous pouvez aller explorer quelque chose qui vous dépasse, qui s'appelle l'âme ou l'entité, votre moi intérieur, peu importe comment vous le citez. On peut vous en parler, mais c'est à vous d'avoir le désir. Et si ce désir il est présent, les expériences vont venir de vous-même. Ce sera peut-être pas tout de suite instantané, ça dépend de vos croyances. Si vous croyez que ce n'est pas instantané, ça ne sera pas instantané. Si vous croyez qu'il faut vivre des événements durs, vous allez vivre des événements durs. Il y a des gens qui sont persuadés qu'il faut tomber malade pour se remettre en question. Et donc ils vont passer par la maladie pour se remettre en question. Ils auront besoin de ça dans leur vie. Ou d'un accident de voiture, là je pense, un accident, je dis de voiture, un accident, peu importe. Là je pense le roman ou le film Le Guerrier Pacifique. Il parle de ça. La personne qui a vécu l'expérience avait programmé un accident. Il a rencontré entre les deux un mentor qui essayait de lui faire changer sa vie. Jusqu'au moment où le jeune il a dit non, moi je reprends ma vie d'avant, je m'en fous. Tu m'apprends des trucs, ça a l'air bien, mais j'y arrive pas, j'en ai marre. Il a repris sa vie, il a eu son accident. Alors il était peut-être plus prêt qu'à une époque, mais il est quand même passé par une phase que sa personnalité voulait, entre guillemets, et c'est ça qui est dur à entendre quand on est en train de le vivre, voulait expérimenter. Il s'est forcé à vivre une expérience douloureuse
pour l'obliger à ralentir, à se poser, à réfléchir sur sa vie, à qui je suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'expérimente et qu'est-ce que je fais après. C'est comme ça que je le comprends en tout cas aujourd'hui. Et donc, selon vos croyances, si vous croyez qu'il n'y a pas besoin de tomber malade, d'avoir un accident, de vivre un drame pour vous transformer, eh bien vous pouvez le faire dès aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous en empêche aujourd'hui ? Vous avez la réponse en vous. Qu'est-ce qui vous empêche, tout de suite, maintenant, de chercher qui vous êtes ? Quelle est votre âme ? Votre réponse, elle est en vous. Personne d'autre ne pourra vous donner cette réponse. C'est ce que Seth est en train de nous dire. Et à partir de là, il nous guide dans un exercice très simple, relativement court. Je ne vais pas le redire, puisqu'il est directement guidé dans cet exercice qui est déjà en ligne. Voilà, il nous dit que l'exercice vous donnera une idée de la nature, de la vitalité, de la créativité véritable de l'âme, dans laquelle vous pouvez puiser votre propre énergie, dont vous constituez une partie individuelle et unique. À partir de cet exercice qui est présenté, Seth va faire une petite pause dans leur session. Il le dit avec humour d'ailleurs, après avoir fait l'exercice, vous pouvez faire une pause. Ce à quoi Robert répond merci. Il est dans leur session 22h10. Sachant que quand j'ai repris, il était à peu près 22h, on va dire, quand j'ai commencé la deuxième partie de cette séance. Donc 10 minutes s'est écoulées pour dicter une page, quoi, à peu près. Jan était dans une transe profonde, commente Robert, ou Rob, avec un débit rapide et peu de pauses. Seth, dit-elle, aurait pu continuer gaiement, sans faiblir. Il fait une pause uniquement parce que j'ai délibérément posé ma main fatiguée sur le canapé. Là, c'est le commentaire de Robert. Il est en train de prendre les notes au fur et à mesure, donc des fois, il pose sa main. Seth comprend très très bien l'intention, donc c'est lui qui fait la pause, sans que Robert a besoin de le proposer. Jen se sent bien. Elle n'a pas du tout l'impression qu'une heure est passée, donc depuis leur début de session à eux. Remarquez la quantité de matériaux fournis. Effectivement, là je vous disais, ça a l'air d'être assez vite. 10 minutes pour fournir une page complète à peu près. Et c'est comme ça donc depuis le début de la séance. Si vous voulez voir, 1, 2, 3, 4 pages complètes en 1 heure. Comme souvent, commente-t-il à nouveau, Jen dit qu'elle n'a aucun souvenir de la première partie du chapitre donné le 4 mai, donc leur session. Décidément, si je me trompe, ça vous arrange pas. Donc de leur session précédente du 4 mai, elle n'en a plus aucun souvenir à ce moment-là. Là, ils sont le 11 mai, donc juste une semaine après. Reprise de la même manière rapide à 22h17. Maintenant, ce développement n'est pas destiné à présenter un propos ésotérique, vide de sens pratique pour votre vie quotidienne. Donc, notamment l'exercice qu'il vient de vous donner à faire. Ce développement n'est pas destiné à présenter un propos qui soit complètement ésotérique et qui est déconnecté de ce que vous pouvez vivre au quotidien. Ça, il nous le dira souvent. Il essaie de faire du lien en permanence dans une manière un peu particulière, et propre à lui, toujours, de continuer de prendre conscience qu'on est en train de vivre une expérience physique et qu'en même temps, on est plus que ça. Mais les deux sont liés. Les deux font du sens. Et c'est parce qu'on fait des choses au quotidien toutes simples que ça résonne malgré tout dans notre vie spirituelle. C'est pas parce qu'on est spirituel qu'on va plus aux toilettes, qu'on mange plus, qu'on ne dort plus, etc. Peut-être qu'on va faire les choses différemment. On va aller aux toilettes différemment, on va manger différemment, on va dormir différemment, avoir un autre rapport aux choses, mais on continue à les faire. C'est la qualité de ce que l'on vit au quotidien qui peut changer quand on prend conscience
de ce lien particulier qu'on a avec notre âme plus grande. Il me semble que c'est en tout cas ça que je vous dirais à cet instant précis. Seth continue la phrase suivante en disant « Mais tant que vous gardez une vision étroite de votre réalité, vous ne pouvez pas tirer parti dans la pratique, de manière concrète dans votre vie, des capacités multiples qui sont les vôtres. Tant que vous gardez une vision étroite, il nous dit, notamment de votre réalité, tant que vous vous limitez à ce que vous percevez de la réalité, vous ne pouvez pas tirer parti, de manière concrète, des capacités multidimensionnelles de votre être, de tout ce que vous avez en vous. Vous vous auto-limitez, autrement dit. Point virgule. Et tant que vous gardez une conception limitée de l'âme également, de votre personnalité déjà, vous n'avez peut-être pas une vision précise et complète de ce que c'est, et encore moins de votre entité, avec tout ce que j'ai dit en début de séance, quelque chose d'extraordinaire, toutes ces vies multiples, parallèles, qui sont tout est vécu en même temps. Donc, si on voulait faire ça d'un point de vue d'un ordinateur, je ne sais même pas si on peut avoir un ordinateur aujourd'hui qui est assez puissant pour capter toutes ces informations en même temps. Donc, tant que vous gardez une conception limitée de l'âme, vous vous coupez de la source de votre être et de votre propre créativité. La créativité venant de votre moi interne. Quand Seth nous parle de la vitalité de notre entité, l'exercice que vous venez de faire, en tout cas qu'il vient de proposer, parle de ça. Conscience, créativité, vitalité. Il y a quelque chose en nous qui nous porte de manière extraordinaire. Et ça, c'est concret dans notre vie. C'est quand même hyper pratique le matin de savoir, de revisiter la manière dont on se lève le matin, de se dire zut, une nouvelle journée dans ce monde physique, je dois aller travailler pour gagner de l'argent, pour payer mes impôts, pour vivre. On peut créer toutes ces croyances-là. Ou on peut se dire, génial, une nouvelle journée pour expérimenter quelque chose, et je ne sais pas quoi, et j'essaie de m'attendre à rien. Je vais découvrir en temps réel le temps présent, ce qu'il va me proposer, et on trouve la vitalité de l'enfant, la curiosité de l'enfant. Pour lui, tout est nouveau. C'est un peu cette candeur-là qu'on peut essayer d'installer dans sa vie de tous les jours. Là, je vous en parle vraiment, c'est mon point de vue. J'ouvre une parenthèse, ma retraduction de ce que Seth nous dit, en ouvrant même une grande parenthèse. Et pour revenir sur cette vitalité, c'est moi ce que je vois en tout cas chez des enfants. Alors ils peuvent passer par des grands hauts et des grands bas, et ils peuvent éclater de rire, et 2 minutes après ils pleurent. Oui, mais quand ils pleurent, 2 minutes après ils peuvent être en train de rire. Un adulte, il y a son ego, donc quand il fait la gueule, s'il fait la gueule, il va faire la gueule pendant 3 heures. Et ça, c'est que l'ego. En fait, on peut voir un truc qui nous fait rire, puis non, je continue à faire la gueule parce que je suis en train de faire la gueule. Ça, c'est que notre ego qui nous parle. C'est pas nous, notre vitalité. Donc vous comprenez que si vous écoutez plus, et en sachant que vous êtes beaucoup plus que juste ce que vous êtes en train de vivre, vous êtes moins attaché à vos émotions, vous êtes moins attaché à votre vie, à votre ego, à ce que vous êtes en train de traverser, à vos petites expériences quotidiennes. Je dis pas petit d'un point de vue péjoratif, c'est juste que c'est pour relativiser. Vous êtes en train en même temps d'agrandir l'expérience de quelque chose en vous qui est extrêmement plus grand que vous pouvez même pas concevoir, peut-être entièrement, qui nous dépasse. C'est génial. Moi, je trouve ça génial. Et ça peut, juste de penser à ça, ça peut me redonner une énergie en me disant, allez, oui, quand j'ai besoin de faire une pause, je fais une pause. Et voilà, je peux aller faire une sieste, je me pose. Et puis après, je me dis, voilà, je vais réexpérimenter quelque chose. De savoir que mon expérience-là, aussi petite soit-elle, aussi limitée soit-elle dans ce que je crois en percevoir, c'est
une richesse extraordinaire pour mon âme, qui, elle, a souhaité venir plus ou moins consciemment dans cette expérience que je suis en train de vivre. Je ne vis pas une vie par hasard, je vis une vie parce que quelque chose de plus grand et d'extraordinairement puissant, de conscient, m'a mis dans cette situation-là. Je suis en train d'expérimenter quelque chose qui a un projet. Je ne vis pas une vie de merde. Je suis en train d'expérimenter une situation difficile pour me remettre en question et pour chercher des réponses ailleurs de ce que je peux en vivre dans ce que je suis en train de vivre. Les réponses peuvent être ailleurs. Et c'est cette curiosité-là vers laquelle je vous invite d'ouvrir vos champs des possibles, d'ouvrir votre conscience, d'ouvrir le rapport au monde. Moi, c'est comme ça que je comprends cette phrase de Seth. Je la relis. Deuxième partie du paragraphe. Tant que vous gardez une vision étroite de votre réalité, vous ne pouvez pas tirer parti. Dans la pratique, c'est-à-dire au quotidien, vraiment dans votre vie, vous ne pouvez rien en faire dans votre vie. Vous ne pouvez rien faire dans votre vie des capacités multiples qui sont les vôtres. Je disais en début de séance, vous vous limitez vous-même. Tant que vous êtes persuadé que vous ne pouvez pas faire, alors oui, vous avez raison, et vous ne pourrez pas faire. Mais à partir du moment où vous commencez à savoir que vous pouvez tout faire, je dis pas que c'est un bouton on-off et que du jour au lendemain, vous allez vous mettre à voler, à être extrêmement riche et à faire tout ce que vous voulez, voyager dans tout le monde, peu importe, je sais pas ce que vous voulez. C'est à vous de savoir aussi ce que vous voulez expérimenter dans votre vie. Tant que vous commencez à comprendre, ça déclenche quelque chose, vous commencez à savoir que vous pouvez expérimenter différemment de ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, eh bien c'est le début du chemin. Et je vous dirais bien que c'est plutôt le chemin qui compte que l'objectif final, de mon point de vue. C'est cette richesse de petit à petit aller explorer vos croyances limitantes, tous vos blocages un par un, de les regarder bien en face, de se dire ça c'est né d'une peur, d'un apprentissage, d'une peur d'une autre personne. On m'a transmis, l'enfant, les enseignants, les parents nous ont transmis, les enfants aussi peuvent nous transmettre éventuellement rétrospectivement. Un contexte dans la famille, dans les amis, dans l'enseignement, dans la religion, il y a des règles, il y a des dogmes, il y a des choses culturelles, mais c'est des choses un peu figées. À partir du moment où il y a des choses qui sont écrites, vous comprenez bien que c'est figé. Or, rien n'est clos, rien n'est figé. Tout change en permanence. Donc d'écrire une règle, c'est bien, mais de prendre conscience que cette règle, elle doit rester évolutive. Donc de se remettre en question aussi dans toutes ces certitudes. Un deuxième conseil que je peux vous donner, là ça me vient comme ça, c'est d'essayer de ne plus avoir de certitudes dans la vie. De les remettre en question, de les re-questionner. Les certitudes viennent en général, je me permets, voilà, c'est juste quelque chose qui me vient, vous en faites ce que vous voulez. Les certitudes viennent d'habitude en général, donc ça vient du passé, ce qu'on appelle la mémoire. Et que donc c'est quelque chose qu'on a vécu à un moment donné, qui était peut-être valide, je ne remets pas en question. Ça peut être valide à un moment donné, dans un contexte donné, dans une attitude donnée, dans un psychisme donné, dans un état d'esprit particulier. Et que quelques mois après, quelques années après, tout a glissé, tout a changé. Vous, les autres, la situation, tout. Il y a quelques années, on n'aurait même pas pu imaginer qu'en France, on aurait vécu un confinement, de rester enfermé. J'en ai parlé, je crois, un mois avant, avec un pharmacien qui me disait « Vous voyez ce qui se passe en Chine, ils sont enfermés chez eux. Oh là là, jamais on pourrait faire ça en France. » Que de certitude. Et qu'est-ce qui s'est passé en mars 2020 ? Donc vous voyez, on crée des certitudes à un moment donné, et finalement, tout est possible. Tout est possible dans les deux sens. Et c'est plutôt sur cette note d'optimisme que je voudrais conclure, c'est-à-dire de vraiment... c'est ça le conseil que je vous propose, dans ce que je comprends du message de Seth. On a beau croire des fois que notre vie, elle est minable, elle est nulle, que je suis à moins que rien.
quand on prend conscience que tout ça est au service d'une expérience qui nous dépasse, ça peut redonner du sens à l'expérience, quelle qu'elle soit. Et que toutes les certitudes qu'on peut avoir, voilà, de se répéter en permanence ces phrases-là, je suis nul, je vaux rien, je suis malade, je suis quelqu'un de malade, et je m'identifie à la maladie et non plus à qui je suis. Hein, je parlais tout à l'heure des identités, à quoi je m'identifie. Il y a des gens qui se présentent comme étant malades. Voilà, c'est leur définition. Ben, si on s'identifie à ça, oui, forcément, on installe la maladie dans son fonctionnement. Je ne suis pas que ça. C'est comme ça que Seth vient nous rappeler. Vous êtes beaucoup plus, vous êtes beaucoup plus grand. Donc c'est ça, d'ouvrir le champ des possibles, d'ouvrir, même si ça ne fonctionne pas au tout début, mais de cheminer, de mettre en place petit à petit des modifications dans sa vie pour aller vers quoi on veut, de construire son futur. D'aller dans le sens que Seth nous répète depuis le début du livre, vous créez votre réalité. Et en grande partie, voire essentiellement, avec vos croyances. Si vous croyez que vous allez être malheureux, vous serez malheureux. C'est sûr. Si vous croyez que vous pouvez être heureux, vous trouverez le moyen de l'être. C'est ça qu'il nous apporte aussi comme élément de réflexion, et c'est ça le côté pratique, concret, mais vous voyez qu'il faut un peu le retraduire, parce que Seth ne le dira pas exactement de cette manière-là, pas directement. Les exemples qu'il donne sont toujours un petit peu avec du recul sur la situation. C'est à vous, à nous, ensemble, de donner des exemples, de transposer, de comprendre la manière dont Seth nous parle, en quoi effectivement on peut le transformer en choses concrètes dans nos vies. Et c'est possible. C'est possible de changer sa vie à partir de ce que Seth nous donne comme information, beaucoup plus large et profonde. Donc voilà, il disait, voilà, vous vous coupez de la source de votre être et de votre propre créativité. Or, ces facultés, qui sont les propres de notre âme, fonctionnent, que vous le sachiez ou non. C'est ça qui est génial. Notre âme fonctionne en permanence, qu'on en ait conscience ou pas. Mais elle fonctionne souvent malgré vous, plutôt qu'avec votre coopération consciente. Et c'est ça qui est dommage. Notre entité aimerait bien fonctionner avec nous. Et si vous avez envie de fonctionner avec votre entité, il ne tient qu'à vous d'essayer de vous rapprocher de votre moi interne. Point virgule. Lorsque vous vous rendez compte que vous les employez, des capacités particulières qui vous dépassent, je parlais tout à l'heure du cas où vous pensez à quelqu'un, et cette personne vous appelle, ou bien vous l'appelez, et quand la personne décroche, « je pensais justement à toi, ça fait 1 an qu'on ne s'est pas parlé. » Et quand vous employez tout à coup des capacités comme ça, Seth nous dit, cela vous trouble, cela vous désoriente et vous fait peur. Et tout de suite, il y a le déni. Mais non, c'est du hasard, c'est pas moi, c'est pas possible, ça n'existe pas, etc. Vous avez en vous bien plus de capacités que ce que vous savez. Quoi qu'on ait pu vous dire, vous devez par exemple comprendre que fondamentalement, les perceptions ne sont pas physiques. Quoi qu'on ait pu vous dire, vous devez par exemple comprendre que fondamentalement, les perceptions ne sont pas physiques à la base. En tout cas, pas dans le sens où ce mot est employé d'ordinaire. Il y a quelque chose d'interne qui vient avant les perceptions, se retraduit sous forme physique dans un second temps. Mais au départ, ça vient d'autre chose, de quelque chose de physique. Si vous vous surprenez à percevoir des données sans utiliser vos sens physiques, vous devez admettre que la perception fonctionne de cette manière. Toute perception, au départ, ne vient pas de nos sens physiques, elle vient de notre moi interne. Et une grande partie du travail de Seth est de nous reconnecter à ces sens internes, ce qu'il appelle les sens internes, les sens utilisés par notre moi interne.
je vais peut-être terminer là aujourd'hui. Je pense j'ai abordé pas mal de sujets. J'essaie de refaire du lien avec ce qu'on a déjà vu. Euh, Essayez à vous de votre manière, à vous dire, tiens, même, je sais pas, je dirais 1 minute, une fois par semaine. Même si votre vie est remplie, si votre vie est compliquée, si votre vie vous semble très difficile, 1 minute, une fois par semaine. Si c'est pour vous, j'allais dire votre bien-être, mais j'aime pas trop ce mot. J'ouvre une parenthèse. Juste, pourquoi le mot bien-être, je le trouve un peu galvaudé, on s'en sert beaucoup trop. Parce que pour moi, être bien peut passer par des phases où on n'est pas dans ce qu'on va appeler le bien-être en un seul mot lié. Hein. Donc l'idée, ce serait effectivement de bien être en 2 mots, c'est-à-dire d'aller vers son être, de comprendre, d'être bien en relation avec son être. Ça, pour moi, ce serait une définition possible du bien-être. Mais que ça fait souvent passer par des moments difficiles, c'est-à-dire de sortir des schémas habituels, de sortir de ses croyances, ça va plutôt vous gratter un peu dans les coins et ça va pas être confortable. Ça vous fait sortir de votre zone de confort, ça vous remet en question. Ça vous fait comprendre que si vous êtes bien dans votre douleur, c'est-à-dire vous avez installé, vous êtes en train de vivre une vie, vous vous dites c'est nul, enfin il y a je sais pas quoi, j'ai une maladie, j'ai cette telle situation, j'ai pas assez d'argent, je suis dans une relation toxique, je sais pas. Il y a quelque chose dans ma vie que je n'aime pas. Et quelque part, il y a peut-être une peur de sortir de cette situation pour aller vers une autre situation, car vous ne la connaissez pas, cette autre situation. Et des fois, c'est plus confortable de rester avec ses peurs et donc une situation, même merdique, parce qu'on a plus peur de changer sa vie pour en sortir et pour aller vers quelque chose finalement qu'on ne connaît pas, qui pourrait être du bien-être, mais comme on ne connaît pas, on ne sait pas. Et donc, ça peut être une réaction assez habituelle et normale, je dirais. Hein. Ça peut être normal dans un premier temps d'accepter quelque part les difficultés de sa vie en se disant la vie est dure. Voilà, on va créer d'autres croyances pour se conforter. C'est normal d'être malade. C'est malade de vieillir en étant affaibli. C'est normal d'avoir des situations. Voilà, l'amour ne dure jamais. Donc c'est normal de se séparer au bout de 3 ans, 7 ans, 10 ans. Et ça, c'est qu'une croyance. Donc, il est facile de créer des croyances pour valider, pour se conforter dans ce qu'on est en train de vivre, même de pire dans sa vie. Et pourquoi je parle de bien-être, c'est que si vraiment vous voulez être en cohérence avec vous-même, vous avez le droit au bonheur. Vous avez le droit à être bien. Vous avez le droit d'être connecté à quelque chose de plus grand. Et tout vous poussera, si vous écoutez réellement à l'intérieur de vous, vers ce changement de vie si vous êtes dans une situation qui ne vous correspond pas. Mais ça va vous demander peut-être beaucoup de courage, parce que vous allez traverser une période de votre vie où vous n'avez plus de repères. Vous allez devoir sortir de vos croyances. Vous allez devoir explorer. Et c'est pourtant ce que votre entité veut au départ. Et c'est peut-être pour ça qu'elle a créé une situation difficile dans votre vie, c'est pour vous pousser à en sortir. Donc ça, c'était pour parler de cette notion de bien-être. Le bien-être ne sera pas à court terme, en tout cas. Vous allez avoir beaucoup de courage et vous allez traverser quelque chose. Peut-être vous en reparlerez 10 ou 20 ans plus tard avec un grand plaisir. Mais quand vous êtes en train de traverser une période difficile de votre vie, c'est pas évident. Et je suis de tout cœur avec vous, j'en ai traversé. Mais c'est peut-être ça qui vous permet, je parlais tout à l'heure du désir d'avancer, du désir de changer, c'est peut-être ça qui va déclencher réellement quelque chose en vous. C'est en tout cas, à mon avis, le projet de votre âme, si vous êtes en train de vivre une situation comme ça. Voilà, juste pour quelque part essayer de mettre un peu de positif dans cette transition, et que l'expérience que nous donne Seth, la perception de votre réalité physique autour de vous,
gardez simplement en tête, peut-être pour résumer, je ferme la parenthèse là-dessus, que ce bien-être que vous cherchez n'est peut-être pas à court terme, mais que vous le trouverez, quoi qu'il en soit, et sans doute pas de la forme que vous l'imaginiez au départ, et c'est ça surtout qui est important. Et aller vers de la créativité. Au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez reformuler votre définition du bien-être. Et c'est peut-être là qu'est la réponse. Voilà. Écoutez, j'en terminerai là-dessus, je vous laisse voir comment vous accueillez en tout cas ces propositions. On reprendra donc la prochaine séance, donc fin de la 40e séance. Je suis très heureux d'être allé jusque-là et je continue autant que possible. Merci à vous pour votre écoute. À très bientôt.